Le film s'ouvre 2 ans après les événements. On entend la voix d'une petite fille qui revient sur ce qui s'est passé dans sa ville natale, Meybrook. Elle parle avec calme, presque comme si elle racontait une histoire qu'elle avait déjà racontée, mais ce qu'elle décrit n'a rien de normal. Un mercredi ordinaire en apparence, quelque chose d'impossible se produit au milieu de la nuit. À exactement 2h17 du matin, 17 enfants, tous les élèves de la classe de CE1 de Madame Justine Gandhi, sauf un garçon, sortent de chez eux au même instant précis. Aucun avertissement. Aucun bruit. Juste des portes qui s'ouvrent à travers toute la ville à la même seconde. Les enfants n'errent pas, n'hésitent pas. Ils courent. Les bras tendus devant eux comme des somnambules, traversant en ligne droite jardin, rues et bois, tous dans la même direction, comme si quelque chose les attirait vers l'avant. Puis ils disparaissent dans l'obscurité. Pas d'adieu, pas de cris, aucun signe de lutte. Le lendemain matin, Meybrook se réveille dans le chaos. 17 familles réalisent que leurs enfants ont disparu, tous en même temps, de la même façon. Le seul enfant de cette classe resté sur place est un garçon calme nommé Alex Lilly. Les enquêteurs interrogent tout le monde susceptible de savoir quelque chose, les parents, les voisins, et surtout Justine et Alex, les 2 personnes les plus directement liées à la classe disparue. Mais personne n'a de réponse. Pas de demande de rançon, pas de suspect filmé, aucune raison claire à tout cela. C'est comme si les enfants avaient choisi, ensemble, dans leur sommeil, de courir dans la nuit et de disparaître. Sans explication, la ville sombre dans la peur, le deuil, et un besoin désespéré de trouver un coupable. Justine portait le chapeau. Le deuil se transforme rapidement en colère, et cette colère retombe entièrement sur Justine. Les parents se rassemblent à l'école pour une réunion d'urgence menée par le directeur Marcus Miller. Un par un, ils se retournent contre elle, convaincus qu'elle a forcément dit ou fait quelque chose pour pousser leurs enfants à fuir en pleine nuit. Peu importe que Justine n'ait pas plus d'explication qu'eux, ou qu'elle soit tout aussi terrifiée et bouleversée. À leurs yeux, elle est la seule adulte liée aux 17 enfants, donc elle doit être responsable. Marcus tente de la protéger du pire, rappelant aux parents qu'aucune preuve ne pèse contre elle. Mais les accusations s'accumulent, et certains parents réclament ouvertement son arrestation. La pression brise rapidement Justine. Elle se met à boire lourdement, achetant bouteille après bouteille au magasin d'alcool juste pour tenir la journée. Son téléphone n'arrête pas de sonner avec des appels anonymes de parents qui la menacent. Puis, une nuit, elle entend des coups à sa porte d'entrée. En sortant, elle découvre le mot « sorcière » peint à la bombe sur le flanc de sa voiture. Un message destiné à la terroriser et à la désigner comme coupable aux yeux de toute la ville. Marcus est finalement contraint de la mettre en congé, et sa situation n'est pas aidée par le fait que des gens ressortent des moments de son passé d'enseignante qui, bien qu'anodins à l'époque, paraissent désormais suspects, comme la fois où elle a serré dans ses bras un élève en pleurs, ou celle où elle a raccompagné un autre en voiture. Des gestes autrefois perçus comme bienveillants servent maintenant de preuve qu'elle avait toujours eu quelque chose qui clochait. Justine dépose une plainte pour le vandalisme et les menaces, mais avec toute la ville contre elle et aucune piste sérieuse sur les enfants disparus, elle a l'impression que personne ne l'écoute vraiment. Ce soir-là, en quête de réconfort, Justine appelle son ex-petit ami Paul, un policier local. Ils sortent ensemble dans un bar, même si Paul est censé rester sobre. Une chose en entraînant une autre, ils finissent par rentrer chez elle. Le lendemain matin, elle le ramène chez lui, une décision qui reviendra les hanter tous les 2. Quelque chose ne va pas chez Alex. Bien qu'on lui ait demandé de rester à l'écart, Justine ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Alex, le seul garçon à ne pas avoir disparu cette nuit-là. En sortant de l'école un jour, elle le voit rentrer chez lui complètement seul, et quelque chose ne lui semble pas normal. Elle décide de le suivre. Arrivée chez lui, Justine frappe à la porte, espérant prendre de ses nouvelles. Personne ne répond. Elle attend, frappe à nouveau. Par une fenêtre, elle aperçoit l'intérieur et ce qu'elle voit la glace. Les parents d'Alex sont assis sur le canapé, parfaitement immobiles, le regard vide fixé devant eux. Ce n'est pas une immobilité normale. C'est inquiétant, presque sans vie. Effrayée, Justine recule et s'en va. Elle rapporte immédiatement ce qu'elle a vu à Marcus, espérant qu'on la prenne enfin au sérieux. Au lieu de cela, il la met en garde de ne plus s'approcher de la maison des Lilly, craignant qu'un comportement supplémentaire de sa part n'aggrave les choses, surtout alors qu'elle est déjà sous le coup des soupçons. Plus tard dans la journée, au magasin d'alcool, Justine se heurte à de nouveaux ennuis. Donna, la femme de Paul, a découvert la liaison et est folle de rage. Elle coince Justine et lui déverse de la vodka dessus dans un accès de colère, il faut l'intervention de l'employé du magasin pour la faire lâcher prise. Cette nuit-là, l'épuisement et le stress de Justine la rattrapent dans son sommeil. Elle fait un cauchemar troublant où elle entre dans son ancienne salle de classe en pleine nuit et trouve tous ses élèves assis en silence à leur bureau, la tête baissée. Puis Alex relève lentement la tête, son visage recouvert d'un maquillage inquiétant, façon clown. Justine se réveille en sursaut, terrifiée, pour découvrir quelque chose d'encore pire, une femme étrange aux cheveux roux, qui la fixe depuis le plafond. Le lendemain, encore secouée, Justine retourne chez Alex et le suit à nouveau, incapable de laisser tomber. Elle essaie de lui parler, lui demande s'il va bien. Il répond d'abord que oui, mais quand elle insiste, il craque et lui crie de le laisser tranquille. Au lieu de partir, Justine passe le reste de la journée garée devant la maison, à surveiller, guettant tout ce qui pourrait expliquer ce qui se trame. Finalement, l'alcool et l'épuisement la rattrapent, et elle s'endort dans sa voiture. Pendant qu'elle est inconsciente, une femme mystérieuse sort discrètement de la maison des Lilly, s'approche de sa voiture non verrouillée, et coupe une mèche de ses cheveux sans que Justine ne s'en aperçoive jamais. Pendant que Justine subit le rejet de la ville, un autre parent gère son deuil d'une manière bien différente. Le fils d'Archer Graff, Matthew, fait partie des 17 enfants disparus cette nuit-là, et Archer est devenu obsédé par la découverte de ce qui lui est arrivé. Il travaille comme entrepreneur, mais depuis la disparition, il peine à se concentrer sur son travail, laissant tout filer tandis que son esprit reste fixé sur son fils.
Archer visionne sans cesse la même séquence, sa caméra de sécurité domestique filmant Matthew sortant de la maison en pleine nuit, se déplaçant en ligne droite dans l'obscurité, tout comme les autres enfants. Il l'étudie de manière obsessionnelle, cherchant le moindre indice dans les images granuleuses qui pourraient expliquer où son fils a bien pu aller. Désespéré de faire avancer les choses, Archer se rend au poste de police pour parler au capitaine Headlock, espérant une mise à jour. Mais la police n'a rien. Aucune piste, aucun suspect, aucune théorie qui tienne debout. Comme tout le monde en ville, Archer commence à soupçonner Justine d'être impliquée, puisqu'elle était l'institutrice des enfants et la dernière adulte liée à tous. Sa colère finit par déborder en privé. On découvrira plus tard que c'est lui qui a peint « sorcière » sur la voiture de Justine, exprimant ainsi son chagrin et ses soupçons de la pire des façons. Plutôt que d'attendre que la police progresse, Archer décide de mener sa propre enquête. Il rend visite à la famille Bailey, Gary et Erika, dont la fille a également disparu cette nuit-là. Il demande à voir les images de leur caméra de sécurité. Erika est hésitante, mal à l'aise à l'idée de revivre cela, mais Gary accepte de les lui montrer. Tout comme Matthew, leur fille est partie en ligne droite, se déplaçant avec la même détermination inquiétante. En remarquant ce schéma, Archer commence à le cartographier. Il trace sur une carte la direction empruntée par chaque enfant, essayant de voir si toutes les lignes mènent au même endroit. C'est un travail lent et frustrant, mais c'est la première vraie piste que quiconque ait eue. Alors qu'il fait des courses, Archer s'arrête dans une station-service pour faire le plein, et aperçoit Justine en train de faire de même. Il s'approche pour lui parler, et elle se crispe immédiatement, s'attendant à une nouvelle confrontation comme celle qu'elle a déjà subie. Mais avant que la situation ne dégénère, il voit quelque chose d'horrifiant. Marcus, le directeur de l'école, courant vers eux à toute vitesse, les bras tendus devant lui exactement comme les enfants disparus, du sang coulant de ses yeux. Archer réagit vite et plaque Marcus au sol, l'écartant de Justine, qui se précipite dans le magasin pour se mettre en sécurité, pendant qu'Archer lutte pour le maîtriser. Le film revient légèrement en arrière pour montrer ce que faisait Paul plus tôt ce même jour, avant sa soirée avec Justine. Il est en patrouille, dans sa routine habituelle, quand il repère un jeune homme en train de tenter une effraction dans un bâtiment. Ce jeune homme s'appelle James, un toxicomane vivant dans la rue. Paul l'interpelle, mais James panique et s'enfuit en courant. Paul le poursuit et finit par le plaquer au sol. En fouillant ses poches à la recherche d'armes ou de preuves, il se pique accidentellement le doigt sur une seringue usagée cachée dans les vêtements de James, un moment de véritable peur, car il ne sait pas à quoi il vient de s'exposer. Frustré et effrayé, Paul réagit avec colère et frappe James violemment au visage. Ce n'est qu'après coup que Paul réalise que sa caméra embarquée a tout filmé, y compris le coup de poing. Au lieu de suivre la procédure, il dit tranquillement à James qu'ils sont désormais quittes, et lui ordonne de quitter Meybrook, espérant faire disparaître tout l'incident. Ce soir-là, encore troublé par cette altercation, Paul part en rendez-vous avec Justine, et les deux finissent par coucher ensemble, comme au bon vieux temps. Le lendemain matin, quand Paul rentre enfin chez lui, Donna devine immédiatement que quelque chose s'est passé. Que ce soit la culpabilité sur son visage ou l'odeur de la veille, elle n'a pas besoin de grandes explications, elle sait qu'il l'a trompée. Au travail, les choses empirent pour Paul. Le capitaine Locke a appris l'incident d'usage excessif de la force avec James et le confronte à ce sujet, ajoutant une pression professionnelle à tout le chaos personnel qui s'accumule déjà autour de lui. En sortant, encore frustré et à cran, Paul aperçoit James se dirigeant droit vers le poste de police. Quoi que James s'apprête à faire, Paul n'attend pas de le découvrir, il se lance immédiatement à sa poursuite, sa colère de la journée remontant à la surface. James découvre la vérité. James mène une vie difficile, vivant dans une tente de fortune dans les bois, se débrouillant comme il peut, généralement en volant des objets à revendre. À la recherche de quoi que ce soit à mettre au clou, il décide de s'introduire dans la maison des Lily, pensant qu'une propriété apparemment vide serait une cible facile. Mais la maison n'est pas vide, et ce qu'il y découvre est bien pire que ce qu'il imaginait. En se faufilant dans le sous-sol, James se fige en voyant les 17 enfants disparus, debout dans le noir, complètement silencieux et figés sur place, comme éteints. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'il regarde, les parents d'Alex apparaissent et se lancent à sa poursuite. Terrifié, James s'enfuit et ne se retourne pas. De retour à sa tente cette nuit-là, encore secoué par ce qu'il a vu, James a un autre choc, la même étrange femme aux cheveux roux que Justine a vue dans son cauchemar se tient là, l'observant tranquillement. Malgré sa peur, James ne peut ignorer ce qu'il sait. Il apprend qu'une récompense de 50 000 $ est offerte pour toute information menant aux enfants disparus, et pour quelqu'un qui vit comme lui, une telle somme est impossible à laisser filer. À contre-cœur, il décide d'aller voir la police pour tout raconter. Mais avant qu'il n'y parvienne, Paul le repère à nouveau. Encore furieux de leur précédente altercation et supposant que James prépare un mauvais coup, Paul le poursuit. Cette fois, cependant, James parvient à se faire entendre, il lui dit qu'il sait exactement où se trouvent les enfants disparus. Paul n'hésite pas. Il force James à monter à l'arrière de sa voiture de patrouille et fonce directement vers la maison des Lily pour voir par lui-même. Il entre seul, laissant James attendre dans la voiture. Des heures passent. Quand Paul ressort enfin, quelque chose a changé chez lui, il se déplace bizarrement, presque en transe. Sans un mot, il attrape James et commence à le traîner hors de la voiture, par les pieds, vers la maison. Encore secoué par l'attaque précédente, Marcus tente une approche plus directe. Il organise une rencontre avec les parents d'Alex le lundi, espérant enfin obtenir des réponses sur ce qui se passe avec leur fils. Mais quand le lundi arrive, ce n'est ni la mère ni le père d'Alex qui l'attend, c'est une femme étrange et inconnue. Elle se présente comme Gladys, prétendant être la tante d'Alex, et explique que ses parents sont trop malades pour venir. Il y a quelque chose d'immédiatement étrange chez elle, mais Marcus n'a encore aucune raison de se méfier. Plus tard ce même jour, Gladys se présente sans y être invitée chez Marcus, alors qu'il déjeune tranquillement avec son mari, Terry. Elle prétend être en détresse et demande un bol d'eau. Marcus, essayant de rester poli malgré son malaise, la laisse entrer.
Ce qui suit se déroule vite et de façon horrifique. Gladys se tranche calmement la main et étale le sang sur un petit bâton en bois. Puis, sans prévenir, elle se penche et coupe une mèche de cheveux de Terry, l'enroulant fermement autour du bâton ensanglanté. Avertissement spoiler à partir d'ici. Réalisant que quelque chose ne va vraiment pas, Marcus menace d'appeler la police. Au lieu de paniquer, Gladys sort simplement une petite cloche et la fait sonner. Dès que le son retentit, Marcus se fige complètement, son corps bloqué, incapable de bouger ou de parler. Gladys casse le bâton en deux et au moment où il se brise, Marcus est plongé dans une transe violente. Il se retourne contre Terry sans aucun contrôle sur son propre corps, vomissant une bile noire avant de le battre à mort, son visage réduit en bouillie. Gladys n'en a pas fini. Elle sort une mèche de cheveux de Justine, celle-là même volée sur sa voiture quelques jours plus tôt, l'enroule autour d'un second bâton, et le casse à son tour, envoyant Marcus, désormais possédé, dehors avec une nouvelle cible, Justine. Marcus retrouve Justine et la poursuit jusque dans un magasin voisin, les yeux maintenant ruisselants de sang, le corps animé d'une détermination surnaturelle et implacable. Archer, qui se trouve là par hasard, lui rentre dedans et l'envoie percuter un réfrigérateur à boissons, offrant à Justine juste assez de temps pour s'échapper. Marcus retombe en titubant dans la rue, désorienté, et se fait percuter et tuer instantanément par une voiture qui passait, son corps laissé sur la chaussée. Choquée mais vivante, Justine se retrouve à l'hôpital avec Archer. Pour la première fois depuis le début de tout cela, ils cessent de se rejeter la faute et commencent réellement à travailler ensemble. Archer sort sa carte dessinée à la main, lui montrant les trajectoires en ligne droite empruntées par chaque enfant disparu cette nuit-là. En l'examinant de près, Justine ne peut ignorer l'évidence. Chaque ligne mène directement à la maison des Lily. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, le film revient en arrière, avant la disparition des enfants. Alex est montré comme un enfant timide et renfermé qui peine à s'intégrer, fréquemment pris pour cible par Matthew, qui le harcèle sans relâche à l'école. À la maison, en revanche, ses parents sont chaleureux et aimants, jusqu'au jour où il s'assoit avec lui pour lui expliquer que sa tante Gladys va rester chez eux un moment car elle ne va pas bien. Curieux à propos de cette nouvelle invitée, Alex jette un œil dans sa chambre un jour. Ce qu'il y trouve est troublant. Ses cheveux roux flamboyants ne sont en réalité qu'une perruque, cachant on ne sait quoi en dessous, et dans un coin de la chambre se trouve un arbre étrange et noueux, dont les branches sont clairement utilisées à des fins tout sauf ordinaires. Peu après, Alex rentre de l'école pour découvrir un cauchemar. Ses deux parents sont assis, parfaitement immobiles, plongés dans une sorte de transe, tandis que Gladys, elle, paraît plus forte et plus vivante qu'avant. Quand Alex exige de savoir ce qui se passe, Gladys n'explique rien, elle casse simplement un de ses bâtons rituels. Instantanément, ses parents attrapent des fourchettes et commencent à se poignarder le visage, encore et encore, s'arrêtant seulement quand Gladys estime avoir fait passer son message. Elle avertit clairement Alex, s'il raconte à qui que ce soit ce qu'il a vu, elle fera souffrir ses parents. À partir de ce moment, Alex est piégé. Il s'occupe discrètement de ses parents, les nourrissant et maintenant les apparences, tout en cachant à tous la vérité effroyable. Mais la force de Gladys ne dure pas. Alors qu'elle recommence à faiblir, elle confie à Alex une nouvelle tâche troublante, lui apporter un objet personnel appartenant à chacun de ses camarades de classe. N'ayant aucun moyen de refuser, Alex se faufile dans sa salle de classe et vole les étiquettes nominatives des casiers de chaque élève. Il les remet à Gladys, qui les déchire une par une et en utilise les morceaux dans un rituel obscur. C'est ce rituel qui pousse les 17 enfants à se lever de leur lit à exactement 2h17 du matin et à courir, impuissants, tout droit vers la maison des Lily. De retour dans le présent, tout se précipite vers son point de rupture. À l'intérieur de la maison des Lily, Gladys maintient les parents d'Alex confinés derrière une stricte ligne de sel, avertissant sévèrement Alex de ne jamais la franchir lui-même. Pendant ce temps, Justine et Archer, désormais alliés, pénètrent dans la maison, déterminés à découvrir enfin la vérité et à sauver les enfants disparus. Les choses tournent mal presque immédiatement. Justine franchit accidentellement l'une des lignes de sel, et cette perturbation déclenche Paul et James, possédés, qui deviennent instantanément violents et les attaquent, elle et Archer. Le combat est brutal et chaotique. Justine parvient à repousser Paul, lui déchirant le visage avec un économe avant de s'emparer de son arme et de l'abattre. Archer, de son côté, lutte contre James, la bagarre finissant par dévaler jusqu'au sous-sol, où les enfants catatoniques et figés se tiennent toujours exactement comme James les avait trouvés. Justine met fin au combat en achevant James pour de bon. Au même moment, à l'étage, Alex passe à l'action. Délibérément, il franchit lui-même la ligne de sel, déclenchant immédiatement l'attaque de ses propres parents possédés contre lui. Il se barricade dans la salle de bain pour se protéger et attrape une branche de l'arbre rituel de Gladys. D'une main tremblante, il se coupe le doigt, étale le sang sur la branche, y enroule une mèche de cheveux de Gladys qu'il a dû lui voler à son insu et la casse en deux. L'effet est immédiat et massif. Gladys sent instantanément que quelque chose a terriblement mal tourné. Au sous-sol, les 17 enfants sortent tous de leur transe en même temps et se ruent hors de la maison, plus figés, plus contrôlés et se dirigeant droit vers Gladys. Paniquée pour la première fois du film, elle s'enfuit de la maison et traverse le quartier en courant, défonçant des clôtures et brisant des fenêtres tandis que les enfants la poursuivent sans relâche. Ils finissent par la rattraper et dans un déchaînement de violence chaotique et justicière, la mettent en pièces. À l'instant de sa mort, son emprise sur tous ceux qu'elle contrôlait se brise instantanément, libérant Archer ainsi que les parents d'Alex de son sortilège. Avec Gladys disparue et son emprise brisée, le cauchemar à Meybrook touche enfin à sa fin. Justine monte à l'étage et trouve Alex sain et sauf, enlacé par ses deux parents, enfin libéré de la femme qui a terrorisé sa famille pendant si longtemps. Dehors, Archer retrouve son fils Matthew parmi les enfants libérés et le ramène enfin à la maison, mettant fin à sa longue recherche. Alors que le film se termine, la narration de la petite fille revient une dernière fois. Elle explique que les parents d'Alex, encore profondément traumatisés par tout ce que Gladys leur a fait.
Alors que le film se termine, la narration de la petite fille revient une dernière fois. Elle explique que les parents d'Alex, encore profondément traumatisés par tout ce que Gladys les a forcés à faire, sont placés dans un établissement psychiatrique pour y être soignés.